Mes amis, bonjour d'abord, merci de votre fidélité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chantier de l'économie sociale? Eh bien, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas que vous savez. Qui de mieux placé que Béatrice Alain, qui est la directrice générale de ce chantier. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et d'abord, je vais vous demander, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle chantier d'abord? Écoutez, le chantier de l'économie sociale est un lieu de rassemblement de différents acteurs, des réseaux sectoriels en économie sociale, de réseaux territoriaux en économie sociale, d'organisations de soutien au développement de l'économie sociale, de partenaires de l'économie sociale qui vont se mettre ensemble pour renforcer, pour accroître les occasions de développement de l'économie sociale au Québec. OK. Il faut savoir que c'est l'existence même de ce lieu de concertation multiterritoriale, multisectorielle, avec des acteurs de soutien, est quelque chose qui nous distingue au Québec à l'échelle mondiale, qui est un des facteurs qui explique le développement de l'économie sociale tel qu'on le connaît aujourd'hui au Québec, c'est-à-dire sa présence dans tellement de secteurs, c'est un écosystème de soutien au démarrage, au développement de ces entreprises, etc. Les chiffres qui m'impressionnent le plus, honnêtement, sont 13 millions de membres. Oui. Donc, pour une population de 8 millions, ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, on est membre de plus d'une organisation d'économie sociale et 90 000 administrateurs bénévoles, dont la moitié sont des femmes et dont 1 sur 5 sont des jeunes. Ce qui veut dire que la direction de ces 11 000 entreprises, elle est faite de gens comme nous, qui partout s'impliquent pour s'assurer que la gestion des avoirs, des profits générés par ces entreprises soit mis à disposition de la communauté, de la mission de ces organisations. Et ça, je pense que c'est une caractéristique de notre économie puis de notre société qui explique notre résilience, qui explique des réponses innovantes qu'on a données à des enjeux de société et qui peut, en fait, valoriser quand on réfléchit à pourquoi le Québec est comme ça aujourd'hui. OK, ça fait partie même de la spécificité, comme on dit, de la différence québécoise dans tous les sens positifs du terme. Bon, alors, notamment, on va donner des exemples rapides, là, mais quand dans votre coin de pays, vous avez quelques-uns qui se regroupent quelque part pour, par exemple, faire du maintien à domicile, du soutien à domicile, ben, c'est des gens qui font partie de l'économie sociale, ça veut dire en principe non sans but lucratif, bien entendu, communautaire. Est-ce qu'il peut y avoir, vous avez cité des jardins, c'est quand même des gens qui... C'est-à-dire que Hein? j'apporterai quand même certaines précisions sur ce que vous venez de dire. Oui, D'abord, le maintien à domicile, qui est un enjeu majeur au Québec, se fait de plein de formes. Donc, il y a des proches aidants, des membres de la famille qui vont le faire complètement de façon bénévole. oui, Il y a des gens qui vont être embauchés au noir oui. pour faire ça. Donc là, il n'y a pas un contrôle de qualité ni un exercice fiscal autour de ça. Il y a des entreprises privées qui vont offrir ce service, mais qui vont servir la population la plus nantie dans des régions faciles d'accès, les centres-villes, les quartiers nantis de Montréal, il y en a des services. La distinction de l'offre en économie sociale, c'est qu'il y a un réseau des entreprises d'aide à domicile qui sert l'ensemble du territoire et ce sont des entreprises. On dit des organisations à but non lucratif. C'est pas tant qu'elles ne font pas de profit, c'est que le profit est réinvesti au service de la mission. Donc, elles chargent pour leurs services. Ensuite, il y a un système de tarification sociale où les gens avec moins de moyens vont payer moins. Donc, c'est une entreprise, mais la distinction, c'est que les employés ont des conditions de travail décentes, qu'il y a un contrôle, il y a une formation pour les préposés d'aide à domicile, donc il y a un contrôle de qualité, et que les profits générés par cette activité sont réinvestis pour renforcer la C'est ça. pérennité et la qualité du service. C'est ça. Personne n'est propriétaire de quoi que ce soit, ni actionnaire de quoi que ce soit. C'est pas ça le but de l'opération. C'est de rendre service à la population. Mais vous avez signalé quelque chose de très important.
On comprend très bien l'aide à domicile, les soins à domicile, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de retraités qui agissent à titre bénévole. Autrement dit, pour vous, les retraités, c'est pas une charge dans la société, c'est un patrimoine en quelque sorte actif. C'est des gens qui font des choses, qui sont administrateurs bénévoles, par exemple. Bon, parce que ils ont du temps, ils ont de l'expérience, ils ont de la maturité, ou ils veulent encore apprendre quelque chose à 60 et 70 ans. C'est intéressant de voir que c'est une catégorie de la population qui peut avoir évidemment des besoins, on les comprend tous, liés à la dépendance par exemple, ou l'état de santé, on va en reparler tantôt, mais que ce sont aussi des acteurs sociaux, des gens qui se tiennent debout, et heureusement qu'ils sont là, non? Oui, assurément, assurément. Puis quand on parle d'implication citoyenne ou d'entreprise, quand on parle d'entreprise d'économie sociale, on dit souvent entreprise collective Oui, parce c'est qu'elles ça. sont gérées collectivement avec une gouvernance démocratique. Mais c'est basé sur cette implication citoyenne. Et effectivement, pas tout le monde, à toutes ces étapes de vie, n'a la capacité de contribuer complètement à ça. Quand on a des jeunes enfants, c'est plus difficile. Quand on se déplace énormément. Et je pense que les retraités qui ont un peu plus de temps, assurément plus d'expérience, et qui finalement ne seront pas à déménager l'année prochaine pour un nouvel emploi, qui sont bien ancrés dans leur communauté, ont à cœur Ouais. le maintien ou le développement de services de proximité adéquats, pertinents, etc. Donc, c'est sûr que c'est une richesse sur laquelle on peut puiser euh, et puisent les entreprises d'économie sociale pour s'assurer de leur bon fonctionnement. On sait qu'on a un défi de société majeur qui est une population vieillissante. Ça nous appelle à être efficients avec l'usage des ressources. Il y a eu longtemps un discours comme quoi centraliser, homologué, faire tout un peu pareil, la meilleure façon, va être le meilleur garant d'efficacité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur certaines questions, le mur à mur ou la gestion centralisée est en fait un empiètement à l'efficacité. Quand je regarde la performance des CPE, qui sont des entreprises d'économie sociale là aussi, où eux aussi, ils ont dû composer avec la pandémie, un nombre limité d'enfants, certains cas, etc. Ben, le comité de parents qui est au conseil d'administration est capable, connaît les enfants. Il dit, OK, celui-là, elle est mère monoparentale, on doit lui laisser la place par rapport à l'autre qui, je ne sais pas quoi. On est capable de mobiliser de façon plus logique et donc efficace les ressources locales pour faire face à des changements. Alors que la machine gouvernementale, qui, je crois, dans le meilleur, si on leur attribue les bonnes intentions, essayait d'être plus performante, mais en centralisant tout, on n'avait pas cette agilité et on n'a pas tiré profit des forces ou connaissances du terrain de la bonne façon. Donc, ça nous prend en tout temps un système, je pense qu'on peut être fier au Québec d'avoir un système public qui assure certains services de base accessibles à tous, mais il en demeure pas moins que l'État ne peut pas tout faire et que sur des services complémentaires, comme l'aide à domicile, comme certaines résidences, comme, etc., des centres de répit, etc., le fait d'impliquer la communauté autour de la gouvernance, assure un contrôle de qualité, parce que c'est sûr que si c'est moi qui suis concerné ou mon parent ou mon enfant, je suis beaucoup plus proche que un fonctionnaire. Et deux, une certaine agilité parce que face à des changements juste dans ma communauté ou à l'échelle du Québec, on peut réfléchir chez nous comment on doit réagir à ça. Mhm. Euh, Oui. Ben, on va prendre un exemple très simple. Les urgences continuent à être débordées par des gens qui ont des petits bobos au bout des doigts ou je sais pas où et qui pourraient se faire soigner, j'allais dire à la limite, par le pharmacien de service qui pourrait leur offrir une pilule ou simplement une consolation psychologique, tout simplement. Et là, autrement dit, on a des machines qui, en quelque sorte,
attirent des problèmes qui ne devraient pas les concerner. Est-ce que vous êtes mieux entendu de ce point de vue depuis la pandémie? Est-ce que vraiment il y a des oreilles qui s'ouvrent, des esprits qui commencent à être plus disponibles à cette idée de souplesse, de proximité, de communauté qui se prend en charge elle-même? Je pense que si on est honnête, on a tellement été dans la gestion de la pandémie ces derniers mois qu'on est peu dans la réflexion de organiser le reste ou même trop jouer dans les formules et les programmes parce que on est encore en pandémie, il y a un certain épuisement, il y a un manque de personnel et on l'a vu quand on essaye de répondre à un besoin de préposé ici, on apprend plus de salaire, ben on vide les préposés qui travaillent dans d'autres. Donc, c'est délicat. Euh, le chantier a été au front avec plusieurs autres acteurs, notamment dans le cadre du G15, là, le regroupement il y avait le Conseil du patronat, les fédérations de chambres de commerce, les syndicats, le mouvement environnemental, notamment Équiterre et la Fondation Suzuki, etc., pour dire ça prend une table de concertation sur la question des aînés pour assurer des services plus accessibles et de qualité et miser sur accessibilité et qualité et non réduire les coûts ou gérer, ce qui est souvent le système public, ou gérer en fonction des profits. Donc, souvent un modèle privé qui rémunère les investisseurs. On va faire des choix en fonction de ce qui est plus lucratif. De dire si on regarde réellement comment assurer des services accessibles et de qualité partout au Québec, souvent dans les faits, sort en économie sociale, mais pas uniquement, mais que l'ensemble de ces services soient régis, que les normes d'évaluation et de développement de ça soient en fonction de ces deux critères. Et on était nombreux à signaler ce besoin, ce que je pense est très intéressant. Je pense que les citoyens sont assez mobilisés parce que dans la crise, tout le monde a dû faire sur le bras de toute façon. Okay. Donc, je pense que sur le terrain, il y a une certaine compréhension des capacités, mais des besoins, puis notamment les régions plus dévitalisées où l'entreprise privée ne fournit pas des services adéquats parce que c'est trop loin, c'est trop petit, c'est trop pauvre. Donc, je pense qu'il y a une compréhension de l'importance de l'économie sociale. Après, est-ce que du côté gouvernemental, on est capable de... nous, on parle beaucoup... Je pense que c'est souvent par méconnaissance. Les gens pensent à prise en charge par le gouvernement, puis quand le gouvernement ne peut pas, prise en charge par le privé, alors qu'il existe cette troisième option qui est prise en charge par le collectif. Et on a dit qu'on doit développer le réflexe collectif, tant au gouvernement que dans la société, de dire si l'entreprise privée ne fournit pas, c'est peut-être pas vers le gouvernement qu'il faut se tourner, c'est nous s'organiser, mais ça veut dire aussi du côté du gouvernement de reconnaître que certaines solutions, il faut miser des fois sur des solutions collectives parce qu'elles sont plus garantes de pérennité et de qualité que ce que fera une entreprise privée. Dernière question pour terminer cette entrevue. On est à peine sorti des élections fédérales que dans 6 semaines maintenant, ou à peu près, quand on passera cette émission, on va être encore devant la boîte de scrutin, mais cette fois municipale justement, cette fois locale. Bon, alors j'entendais cette semaine qu'il manquait beaucoup. Il y a beaucoup d'élus municipaux qui sont élus par acclamation et vraiment dans des proportions inquiétantes des fois. Est-ce que là aussi, il y a un levier de développement important, hein, je pense? Oui. Moi, j'ai entendu aussi qu'il y a des élus qui sont élus par acclamation, mais aussi que le taux de roulement est très important. Et honnêtement, ça me désole pour tant la qualité, l'exercice citoyen, mais aussi en termes d'économie sociale. Puis vous l'avez dit en introduction, autant c'est quelque chose qui caractérise le développement du Québec. On peut penser à Desjardins, qui est des premières caisses financières, les coops agricoles pour défendre, pour préserver, dans le fond, les agriculteurs en période de crise, que les CPE qui ont permis l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, que des entreprises d'insertion, que l'aide à domicile. On a vraiment des piliers du développement socio-économique du Québec, mais le commun des mortels, c'est toujours pas c'est quoi l'économie sociale, reconnaît pas une entreprise d'économie sociale quand il achète des biens ou des services d'une d'entre elles. Et pour les municipalités, les entreprises d'économie sociale sont des partenaires naturels parce qu'elles sont par la communauté, pour la communauté.
comme une municipalité se soucie de la cohésion sociale, de la qualité de vie, de l'existence de services de proximité. Donc, elles sont des partenaires naturels. Dans les faits, il y a souvent des partenariats, que ce soit en loisirs, en logement, en intégration de personnes vulnérables. Mais quand ce sont des nouveaux conseillers qui ne connaissent pas l'existence le nom de l'économie sociale, qui ne savent pas les contours, qui ne connaissent pas les leviers pour soutenir ou développer, que ce soit en achat, leur marge de manœuvre pour les achats publics, pour le prêt d'équipement, etc., ben, on doit recommencer à remener ces discours et partout au Québec. Alors, il y a un défi de sensibiliser les nouveaux venus et continuer de travailler en partenariat avec les administrations déjà en place ou ceux qui sont déjà au courant pour dire, étant donné l'état des lieux dans la communauté et des entreprises locales, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on veut faire de plus? Comment on peut y arriver?